Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo, en fait on est travelers, on est une famille nomade depuis quelques années et actuellement nous sommes en Turquie, dans le sud de la Turquie, dans le sud-est et on s'est retrouvés à quelques centaines de kilomètres de la tragédie qui se passe actuellement. D'habitude, on fait une vidéo tous les dimanches sur notre semaine, nos voyages, nos découvertes. Exceptionnellement, on a décidé du coup de vous parler de cette actualité qui nous touche beaucoup. Et c'est pour ça que on fait cette vidéo un peu exceptionnelle qui parlera pas du coup de notre semaine. De toute façon, pour nous, elle a été, comme pour beaucoup, plutôt sur un mouvement de pause. On s'est posé pas mal de questions et on a fait des choix. Je vous en reparlerai du coup plus tard. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler de ce séisme, ce qui s'est passé, nos ressentis et les informations en fait qui concernent ce séisme. Voilà. On a réfléchi aussi à comment on pouvait faire pour essayer que ce vécu il soit aussi assez bénéfique et pouvoir transmettre les informations qu'on avait à transmettre. Donc c'est par le biais des informations en étant sur place, ça c'est la première des choses. Et en deuxième temps, ce qui se passe en Turquie. Et dans un troisième temps, et c'est là que je veux en venir, c'est que on voyage nous en camion emménagé. Il y en a beaucoup qui voyagent dans un van, dans un fourgon, dans un camping-car. En réfléchissant, je me suis dit que peut-être, vu qu'on s'est posé un peu ces questions-là, ça pouvait être l'occasion aussi de parler de comment faire quand on vivait un tremblement de terre en tant que traveler sur les routes. Voilà, donc retrouvez ça à la fin de la vidéo. Dans cette première partie, du coup, je vais resituer un petit peu ce qui s'est passé. En fait, il faut savoir que la Turquie, c'est une région qui est malheureusement très mal située au niveau des tremblements de terre. C'est la plaque anatolienne, donc c'est une plaque qui est quasi séparée de plein d'autres plaques. Juste, elle est encore collée sur la partie Grèce. Et en fait, elle se retrouve complètement coincée entre la plaque africaine, la plaque arabique et la plaque eurasiatique. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et en fait, elle se retrouve un peu comme une savonnette, donc en train de glisser sur ces parties-là. Et la Turquie est réputée pour être l'un des pays les plus actifs sur les séismes. Un peu comme le Japon. Finalement, elle se retrouve bloquée de la même façon et ce qui s'est passé ce qui s'est passé en début de semaine n'a malheureusement rien de très surprenant. Les scientifiques le savent que de toute façon, en fait, au sud, ça devait craquer et celle que tout le monde redoute qui devrait un jour craquer, c'est au-dessus d'Istanbul, en fait, dans la mer Méditerranéenne. La mer Mara, où en fait il devrait y avoir une secousse sismique à un moment donné ou à un autre, mais on ne peut pas prévenir de quand. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait à 4h du matin, heure d'ici, heure locale, il y a eu un premier tremblement de terre qui a du coup fait déjà d'énormes dégâts parce que c'était 7,8. Ce qui a été vraiment terrible, c'est que ça s'est passé la nuit, que du coup tout le monde était chez soi en train de dormir. Pour vous dire, nous on était à 400 km pour vous parler de nous. Et en fait, nous, à 400 km à vol d'oiseau, on a ressenti un truc dans la nuit, effectivement un mouvement d'ondulation un peu à l'horizontale.
avec Alex, on dort pas au même endroit. Alex, il dormait dans la capucine et moi, je dormais avec les enfants dans l'espace cododo. En fait, le lendemain, on en a parlé, chacun notre tour. Mais en fait, il y avait des fois, quand il y a beaucoup de vent, ça secoue comme ça. Et en fait, on est assez habitué finalement à ça. Donc, on se met à déjeuner et tout. Moi, je dis comme ça que ça a secoué, mais on relève pas vraiment. Et, euh, et en fait, on a des amis qui, eux, se sont retrouvés à 60 km de l'épicentre, qui nous envoient un message. Et donc ça, bah, les Français sont pas forcément au courant et tout, vu qu'il y a 2 heures de décalage. Et ils nous envoient un message et ils nous disent comment vous allez, est-ce que ça va. Enfin, ils prennent des nouvelles, en fait, pour savoir si ça a été cette nuit. Du coup, bah, on leur dit qu'est-ce qui se passe, oui, tout a été. Enfin, et en fait, bah, de là, le temps qu'ils nous répondent, même si ça a duré quelques secondes, on s'est inquiété, donc on a cherché sur Internet et c'est là qu'on a commencé à voir ce qui s'était passé sur le séisme. Donc ça c'est ce qui s'est passé. Donc nous, la priorité, ça a été de rassurer nos familles, chose qu'on a réussi à faire assez rapidement. Pas de problème d'internet, il n'y a pas eu de soucis, même sur ceux qui étaient sur place, parce qu'on a réussi à discuter avec nos amis sur WhatsApp, donc pas de coupure d'internet. Ce premier tremblement de terre a été suivi à 13 h d'un deuxième tremblement de terre d'une secousse quasi aussi forte de 7,5. Ce qui a été aussi destructeur, c'est que du coup, on le sait, on en a beaucoup entendu parler, la magnitude a été de 7,8, mais en fait, il existe d'autres échelles. Il y a une échelle qui s'appelle l'échelle sismologique de Mercalli. C'est pour donner en fait le grade de... C'est l'intensité de ce qui a eu lieu du séisme. Et là, il faut savoir que d'une échelle de 1 à 12, elle a été évaluée à 9. Cette échelle, on prend en compte les bâtiments qui se sont écroulés ou pas, la vitesse des secousses. Ça, c'est une deuxième échelle qui était du coup assez élevée, ce qui prouve que ça a été assez meurtrier. Puis bah, après, ce qui vient aussi en contre sur ce séisme-là, c'est la quantité de répliques. Il y a eu en 24 heures, il y a eu plus de 185 répliques de ça. Donc du coup, forcément, ça a été intense. Bah, en fait, quand tu te retrouves avec des répliques, c'est super compliqué parce que on l'a vu dans les images, si tu te retrouves à moitié sous un tas de béton, bah, c'est plutôt compliqué. Après, c'est le foyer du séisme, en fait, il était à 18 km. C'est ce qui aussi a été si dramatique, c'est qu'en fait, j'ai lu des articles où des professeurs japonais ont parlé en fait de ça. Et par exemple, il y en a eu un en 2011, je crois, au Japon, qui était de magnitude 9 sur l'échelle de Richter, donc ce qui est vraiment énorme. Mais il disait qu'en fait, ça s'est passé dans l'océan et que le Japon n'était pas touché comme ce qui vient de se passer en Turquie, où en fait le foyer et du coup l'épicentre se retrouvent sur la terre ferme et donc impacte directement la population. C'est ce qu'il expliquait au Japon. J'ai vu pas mal de choses passer là-dessus où on peut mettre en cause les constructions antisismiques, mais il faut bien comprendre que ce qui s'est passé là, c'était quand même assez exceptionnel et que il y a des constructions antisismiques, sinon tout serait par terre, grosso modo. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'intensité était vraiment sur terre. Et des fois, dans des pays qui ont l'habitude, à contrario, ils ont quand même apporté un petit peu leur soutien en expliquant que là, ce qui venait de se passer, c'était quand même assez intense. Et que 9 ou 8 ou 7, c'était que des chiffres, mais qu'il fallait mettre toutes les informations, en fait, ensemble pour vraiment avoir une idée de ce qui s'est passé. Donc bah, du coup l'épicentre était sur la terre ferme et en plus très peu profond, 18 km, donc enfin le foyer, donc du coup c'est ce qui a fait son intensité. Et moi ce que j'ai vu, c'est qu'en fait on l'avait vu à Konya. On a visité le musée d'histoire naturelle et c'est pour ça que la Turquie, ils sont très impliqués dans tout ça quand même, ils impliquent leur population. En fait, dans le musée de l'histoire naturelle, à un moment donné, il y avait des petites maisons
Et en fait, en secouant, en donnant un rythme aux maisons, on voyait si ça bougeait vite, si ça bougeait pas vite. Donc du coup, l'élan que ça pouvait donner aux maisons, donc c'est expliqué aux familles et aux enfants. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que les ondes étaient sismiques étaient horizontales. Et en fait, c'est les plus destructrices. C'est-à-dire que une onde verticale, elle va casser, mais ça va faire moins de dégâts qu'un bâtiment qui va bouger vraiment de droite à gauche où là il va prendre le ballon et en fait ça va s'écrouler et ça va faire ce qu'on voit du coup sur les images, donc c'est assez destructeur. Il faut savoir que la Turquie, c'est un pays du coup, donc comme je vous dis, qui est vraiment qui a des séismes et des tremblements de terre quotidiennement quasi, évidemment pas de cette ampleur. Il y a vraiment des zones où il y a des activités sismiques très très fréquentes, là entre autres sur la faille qui a été touchée en début de semaine. Cette faille là elle est très active et c'est juste pas ressenti habituellement par l'homme, et en fait là ça a craqué d'un coup. La Turquie, ils font pas les choses, je sais pas, comme on pourrait imaginer, comme ça. Oh mince, il y a 20 000 morts. C'est vraiment pas ça. Il faut savoir qu'à l'école, ils ont des journées exprès où moi je sais pas trop vous, mais moi j'ai grandi dans la région lyonnaise. Enfin, c'était plus bas que Lyon. Et en fait, on se retrouvait dans la vallée chimique avec plein d'usines. Et en fait, on faisait une fois par an, on faisait des tests au cas où s'il y avait une explosion, se mettre sous le bureau, machin. Et ben eux, en Turquie, une fois par an, il y a ces entraînements dans les écoles. Ils font aussi énormément de visites avec des musées, avec des représentations. Il y a un centre aussi en Turquie qui montre ce qui se passe. À Konya d'ailleurs, on l'a vécu, nous, on rentre dans une plateforme et puis tu peux tester un tremblement de terre 4, 5, 6. Il y a des simulateurs comme ça. Donc vraiment, la population, elle est informée. Par exemple, c'est fortement conseillé de fixer ses meubles au mur. C'est fortement conseillé. Les enfants à l'école doivent avoir un sifflet à disposition pour, en cas de problème de ce qui s'est passé, c'est de pouvoir siffler. Sauf que là, ils n'étaient pas à l'école, les enfants, ils étaient chez eux. Donc la population en Turquie est quand même préparée. Après, il faut bien se rendre compte que la Turquie, c'est pas le Japon. On peut pas leur reprocher de ne pas avoir autant de bâtiments antisismiques parce qu'en fait, c'est pas la taille du Japon, la Turquie. Donc ça veut dire qu'équiper un pays comme la Turquie, qui est immense, je sais pas combien de fois on met un Japon dans une Turquie, mais c'est pas comparable. On peut pas leur jeter la pierre. Après, peut-être que ça pourrait être mieux. Malheureusement, il y a beaucoup d'habitations qui sont construites sans autorisation et du coup qui ne répondent pas aux normes. Mais si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a aussi un gros problème financier sur place. Et de toute façon, il faut bien les loger, ces gens, avant même qu'il y ait des tremblements de terre. Donc, nous, on a vu des choses, mais clairement, c'est pas possible de dire faites autrement. Il n'y a pas l'argent pour construire autrement. Donc ça se comprend. Dans un sens, c'est terrible ce qui se passe actuellement, mais ça se comprend aussi. Pour du coup expliquer un peu ce qu'on sait sur la situation, moi j'ai pas mal de personnes qu'on connaît en Turquie qui ont Instagram, et du coup on a suivi beaucoup les posts, les stories. C'est bête, c'est fou quand même parce que d'en parler, ça me rend triste parce que j'ai des images qui me viennent dans la tête. Et c'est vrai que j'ai des images, ça me rend triste. Mais sur Instagram en fait, on a vu passer, moi j'ai vu passer pas mal de demandes d'aide. Il y a des dons du sang qui se sont mises en place de partout dans les grandes villes, où en fait c'est des espèces de bus ou des camions ou les hôpitaux qui collectaient un max de sang du coup pour les blessés. Donc il y a énormément de gens qui se sont relayés, mais c'est beaucoup les habitants en fait, où tout le monde a fait preuve d'énormément de solidarité. Tout le monde a participé. Il y a des gens qui ont fait les trajets sur place, vraiment qui étaient. Il y a un Instagrammeur ou TikToker qu'on connaît turc
qui a pris son bus, il a un bus aménagé et il s'est arrêté sur tous les tronçons, vu qu'il est connu, qu'il a 100 000 abonnés, et les gens remplissaient son camion de chauffage, de couverture, d'alimentation, de vêtements. Donc du coup, toute la Turquie s'est mobilisée en fait et a permis quand même de pouvoir vraiment faire remonter des trucs. Nous, vu qu'on est de moins en moins loin, vu qu'on se rapproche de Mersin, on a vu sur la route des camions avec du coup des drapeaux ou des panneaux marqués AFAD. AFAD, en fait, c'est l'association qui peut-être un petit peu comme la Croix-Rouge, c'est du coup les associations sur place qui remontent et puis qui vont aider. Mais en fait, ce qui se passe vraiment sur place et qui est problématique, c'est que plusieurs villes ont été touchées, plusieurs villages ont été touchés, et en fait, ça manque cruellement de secours. Il n'y a pas de pro. La Turquie, elle est en colère par rapport à Erdogan parce il n'y a pas de professionnels sur place. Il y a a priori plus de secouristes européens que de Turcs. Les Turcs, ils sont en colère parce qu'ils se retrouvent tout seuls en tant que particuliers. Enfin, vous imaginez si votre quartier où vous habitez, il s'écroule, il n'y a pas un pompier qui vient. Et dans toute une rue avec plein de monde, c'est que l'ongle de la tente qui essaye de sortir des gens, des enfants. Enfin, on n'est pas pro, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Personne n'est guidé. C'est vrai que c'est bête, mais ça me touche et ça me met en colère aussi parce que le peuple turc a vraiment tout fait. Si vous saviez la générosité qu'ils ont en tant que nous, étrangers, leur façon de voir les choses comme ils relativisent assez bien, comme ils sont dans leur façon d'être, dans leur façon de penser, et c'est vrai que je trouve pas ça très juste qu'ils soient laissés pour compte comme ça. Et en plus, là je vous parle de la Turquie, mais on n'en parle pas de la Syrie. Bon, Mani est rentré parce qu'il était avec Alex dehors et il avait froid, et c'est bien, ça m'a fait faire une pause et ça m'a fait retrouver un peu mes esprits. Parce que oui, forcément ça me touche, et en plus je suis maman et de voir tous ces enfants sauvés, voilà, ça me touche et j'ai du mal à en parler comme si de rien n'était. Moi je vous parle de la Turquie parce que c'est là où nous sommes et c'est là où nous connaissons les gens. C'est vrai que la Syrie, en proportion, ils ont été moins touchés au niveau de la carte. Ce qui se passe en Syrie, c'est vrai que c'est très dur. Alors il y a quand même des alliés russes qui viennent aider. Les bâtiments sont touchés forcément par la guerre, donc ils étaient déjà fragilisés. Il y a eu un problème de choléra au mois de décembre, je crois. Enfin, ça va être assez terrible. J'ai vu qu'il y avait des canalisations d'eau potable qui n'étaient... Ah, c'est pas un tremblement de terre, c'est Alex qui fait je sais pas quoi. On peut pas tourner une vidéo dans ce camion. Alex! Tu fais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? On va pas y arriver. Nous, actuellement, on se situe vers Mersin. On a réfléchi, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on faisait nous, du coup. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre échelle. On a pas mal de vêtements enfants, bébés, parce que c'est vrai qu'il a fait terriblement froid. Donc on fera ce qu'on peut à ce moment-là. Parce qu'a priori, il y a malheureusement des profiteurs dans la situation. Je veux pas trop m'étaler dessus parce que de toute façon, dans chaque catastrophe humaine, chaque guerre, il y a des profiteurs. Je sais pas si c'est des Turcs, je sais pas si c'est des étrangers. J'ai pas pris plus d'informations que ça. Mais malheureusement, et ça je l'ai déjà vu passer plus d'une fois, et dans d'autres cas, dans d'autres circonstances, c'était déjà pareil au tsunami en 2004, c'est qu'en fait il y a a priori des profiteurs, que les camions ils sont réquisitionnés réquisitionnés, sont stoppés sur le bord d'une route où il n'y a rien, où il n'y a personne, et vu que franchement je trouve que le gouvernement il n'a pas assez déployé de forces de l'ordre, de sauveteurs et tout, du coup voilà, il y a des gens mal intentionnés qui profitent. Donc c'est pas pour ça qu'on fait pas de dons, loin de là tout de suite instantanément, c'est qu'en fait on est trop loin des grandes villes qui récupèrent les dons,
que les Turcs que je connaissais qui y allaient, ben, on était quand même un peu loin et bon, ça n'a pas fait. Mais de toute façon, d'ici 3 semaines, un mois, il y aura encore besoin d'aide et voilà, il y a possibilité de faire des dons aussi à distance et du coup c'est ce qu'ils expliquent les Turcs qu'il vaut mieux faire des dons à distance parce que comme ça Ouais, c'est ça. donc c'est pour ça que j'ai vu passer pas mal d'informations sur les réseaux où les Turcs demandent principalement de l'argent mais parce qu'en fait sur place ils peuvent mieux s'en servir que des camions qu'il faut transporter, parce qu'en fait la Turquie c'est immense, et ce qui part d'Istanbul, il faut traverser toute la Turquie en sachant que ça a été tempête de neige. Nous, on peut pas malheureusement continuer tout de suite direction Gaziantep, donc c'est notre route, c'est l'itinéraire qu'on devait prendre. Je sais pas si on peut appeler ça de la chance parce qu'on sait pas où on serait, mais en fait on a des amis donc qui étaient quasi sur place et normalement on devait être avec eux. Du coup, ça s'est décidé autrement un peu au dernier moment. J'imagine que c'est pas pour rien. Il faut savoir que on a un petit gros souci mécanique. Enfin, c'est pas vraiment de la mécanique, mais on vous en reparlera plus tard. Mais c'est pour ça qu'on peut pas aller plus loin que Mersin pour le moment, parce que après c'est la santé du camion qui est en jeu. Donc voilà pourquoi on peut pas se rendre tout de suite sur place. Et l'autre raison, il y a plusieurs raisons en fait. On peut pas se rendre sur place parce qu'on a 2 enfants en bas âge, que Mani est un enfant très sensible et qu'en fait, même si on va pour faire des petites choses assez loin de ce qui pourrait être le plus tragique, je suis pas sûre que ce soit très raisonnable. On anticipe, je sais qu'on va peut-être y passer, je sais pas si on va s'y arrêter, enfin on se pose encore pas mal de questions. Du coup j'ai préparé Mani, on en a pas mal parlé et on a regardé une vidéo sur C'est pas sorcier qui explique déjà très bien les séismes et en plus là pour le coup sur cet épisode là il parle du séisme en Turquie de 1999 donc en plus c'est sur la Turquie, donc c'est vraiment intéressant pour nous. Et ça tombait plutôt bien. Donc voilà, je préfère un peu anticiper avec Mani et commencer à lui en parler au cas où, en sachant qu'il n'y aura que des gravats quand nous on passera, mais aussi sûrement des tentes blanches et tout. Donc à voir, je sais pas du tout, parce qu'en fait il y a un dernier point, c'est que pour le moment, se rendre sur place, ça relevait un peu de l'impossible. Et les routes sont bloquées et fermées pour laisser priorité aux secours, aux médecins, aux infirmières, aux associations, aux dons du sang, aux camions de transport de nourriture. On devait passer à Gaziantep parce qu'il y avait des choses à voir. Du coup, je sais pas. Ce qui était à voir, c'est en plus effondré alors que c'était des constructions qui dataient de plusieurs centaines d'années, voire de milliers d'années. Là, la priorité pour nous, c'était quand même de partager ça avec vous. On peut pas faire semblant. C'était difficile pour nous cette semaine de vous partager. On a pas mal de rushs où on aurait pu vous partager notre quotidien et ce qu'on a fait la semaine d'avant et la route qu'on a fait cette semaine. Mais on se voyait pas ne pas vous parler de ça. Il faut savoir que en voyage, il y a plein de risques. Quand tu décides de voyager, que ce soit en sac à dos ou en véhicule, en fait des risques, il y en a plein. Tu as peur parce qu'il y a des voleurs ou parce qu'il y aurait des gens mal intentionnés, mais en fait on oublie souvent ce paramètre de tu peux peut-être te retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Un tsunami, un séisme, une catastrophe naturelle, une fusillade. En fait, le voyage, c'est aussi accepter que t'es vivant et tu peux pas contrôler ça. C'est pas possible. Tu peux pas le contrôler. En fait, tu peux sortir de chez toi, traverser la rue et te faire écraser. C'est pareil. Sauf que c'est vachement plus impressionnant parce que là, on est d'accord. On parle de 23 000 morts. Peut-être qu'il y en aura plus et il y en aura sûrement plus. Du coup, c'est vrai que ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Ça a fait peur à nos familles. Mais en fait, il faut bien comprendre que quand on voyage, c'est pas un mal de vivre ça, parce que déjà on n'y était pas. D'être à côté, de voir ce que le pays met en place,
ça permet aussi de se rendre compte de ce que l'être humain est capable et de se dire qu'en fait on est vivant, on est unis, on est un, et que dans ces moments-là, dans ces moments difficiles, les gens ils se donnent la main plus qu'ils se tapent dessus. Et vivre ça, ça te donne une force en toi. Et enfin, le fait de recroire un peu en l'être humain. Ce que je veux vraiment dire, c'est qu'il y a des gens qui pourraient penser que être ici, c'est terrible, voyager, c'est dangereux, et que la Turquie, c'est dangereux. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt se rendre compte que on peut, on peut évoluer aussi en vivant ça. On peut vraiment grandir. C'est vraiment grandir. C'est quand on a été en tour d'Europe il y a 10 ans, qu'on s'est retrouvé dans la panique en Grèce où il y avait plus d'argent aux distributeurs. C'était pareil, ça aurait pu être dramatique, mais en fait on s'est rendu compte, et le fait d'avoir assisté à ça, c'était pour nous hyper enrichissant, parce que on a vu et on a appris plein de choses que les médias, eux, ils disaient pas. Et là, encore une fois, de tout ce que j'ai vu sur les médias, on voit plein de choses. On voit la colère des Turcs, on voit plein de choses, mais ce qu'on voit pas, c'est la solidarité. Il n'y a pas un Turc sur Instagram qui ne partage pas quelque chose. Ils sont là, ils se relaient, ils se donnent la main, ils font plein de choses. Et vivre ça en direct dans ce pays-là, c'est un plus. C'est un plus pour nous, parce qu'on apprend énormément d'eux. On apprend vraiment énormément. C'est ce qu'ils sont capables de faire, alors que c'est même pas ta famille. Des fois, c'est même pas ton voisin. Enfin, c'est c'est fou. C'est vraiment, vraiment ce que ces gens-là ils sont capables de faire par amour. C'est une grosse leçon de vie. Et de pouvoir la voir, de pouvoir la comprendre, c'est pour nous, je pense, dans notre cœur d'humain, une chance. Et une chance qu'on donnera à nos enfants. Et qu'on fait déjà. La tolérance, l'acceptation, l'entraide, c'est des valeurs tellement importantes. Et je sais qu'en France, ça serait pareil s'il se passait une tragédie. Mais voilà, on le voit, on le vit de nos propres yeux. Et voilà. Je vais du coup parler quand même du dernier point. Comme je disais, si on se retrouve bah voilà, dans un véhicule qui a tremblement de terre, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir qu'en fait, le tremblement de terre, on ne peut absolument pas le prédire, le séisme, et que par chance, de base, le véhicule aménagé, c'est en fait l'endroit quasi le plus sûr en cas de tremblement de terre. Le fait d'être sur des pneus, bah du coup, ça va quand même amortir les secousses et ça va énormément protéger. On a posé la question à nos amis qui ont vécu le tremblement de terre en direct, du coup. Et je leur ai dit comment ça fait, est-ce que ça fait plus fort que quand on roule? Oui, et a priori ça fait plus fort que quand on roule sur ce type de secousse. On a vu une vidéo qu'ils ont tournée où c'était une réplique, et là ça faisait un peu comme quand le camion il roulait. Donc forcément au moment du tremblement de terre ça devait être vachement plus puissant. Par chance, c'est vrai que le véhicule aménagé c'est quand même l'un des endroits les plus sûrs, parce que tout est fixé. Les placards ferment. Nous c'est des verrous, donc les placards sont verrouillés. En fait, le seul problème quand tu es dans un camion aménagé ou dans un camping-car, c'est les éléments extérieurs. Sauf qu'en fait, vous ne pouvez pas l'anticiper. On ne saura jamais à l'avance si oui ou non il va y avoir un tremblement de terre. Donc à la rigueur, si vraiment vous êtes dans une zone un peu à fort risque. En fait, il y a possibilité de savoir déjà de base. Il y a des zones qui sont prêtes à craquer. Gaziantep et vers la mer de Marmara, qui du coup en Turquie sont assez proches de la rupture. Vraiment, Marmara, du coup, c'est une zone assez dangereuse. Sauf qu'en fait, on fait quoi? On évite Istanbul au cas où peut-être dans 2 ans il va y avoir un séisme. Ça c'est compliqué et du coup c'est pas possible. Ce que vous pouvez faire à la rigueur, c'est éviter de vous garer vers des bâtiments quand vous êtes dans ces zones-là. Et éviter, je sais pas, les arbres. En fait, on peut pas. Les catastrophes naturelles, on peut pas les combler. Du coup, il y a une seule façon de faire, à la rigueur, c'est de partager assez régulièrement votre position à des proches pour qu'en cas de catastrophe, ils puissent envoyer rapidement
aux autorités locales les informations de votre localisation. Ça peut être une idée. Et en fait, la France met en place un système qui s'appelle le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, en fait, c'est un recensement pour savoir où est-ce que vous êtes et en cas de terribles événements, ils sauront plus facilement où mettre l'accent pour vous chercher. Imaginez bien que là, ce qui s'est passé, c'est que en priorité, où est-ce que les secours arrivent et font les recherches, c'est dans les grandes villes, dans les villages, au pire. Mais si vous êtes garé avec votre véhicule aménagé, comme il doit se passer assez régulièrement, c'est-à-dire que là-bas, il y a plein de super endroits avec des lacs, des machins, des trucs, s'il y a des cailloux immenses qui vous tombent sur le véhicule, ou un arbre, ou n'importe quoi, il faut bien se dire qu'à un moment donné, ils vont pas le savoir que vous êtes là. Donc la priorité dans ces événements-là, ça va être d'aller chercher là où il y a le plus de monde. Donc le fil d'Ariane pour ça, il est très 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 utile, parce que s'ils savent à peu près que vous êtes dans cette localisation, ou du moins que vos parents disent, contactent l'ambassade en disant voilà, mes enfants ou mon oncle, ma tante, mes copains sont dans cette région-là, je le sais, j'ai leur localisation. Le fil d'Ariane, du coup, ça va peut-être confirmer tout ça, mais ils n'ont pas besoin de ça. Là, ils vont pouvoir mettre en place des choses. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est pas vraiment d'anticiper. On peut, mais le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut anticiper tout le temps et que peut-être il n'y aura jamais rien. Mais par contre, on peut anticiper de cette façon-là en communiquant la position géographique assez régulièrement. Pour savoir où on est. Peut-être Polar Street par exemple, c'est assez utile pour ça finalement, parce que c'est assez localisé. Après, en faisant les téléphones et tout, l'ambassade française mettrait quand même des moyens en place, je pense, pour chercher. S'ils savent à peu près l'endroit où on est, je pense qu'ils peuvent mettre plus facilement en place des moyens. Ce n'est pas comme s'il fallait chercher sur toute une région, peut-être pour rien en plus. C'est une vidéo un peu blabla, mais au vu de ce qui s'est passé, c'était important pour nous de donner notre ressenti. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens chanceuse quand j'ai vu ces vidéos avec des tout petits coincés sous les bâtiments et tout, ça me fend le cœur. Et en fait, je me dis que personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Et qu'en fait, nous, si on voyage, c'est pour pouvoir avoir aussi du temps avec nos enfants. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions parce que pour faire un peu, voilà, pour vous parler de nous juste 5 minutes, on sait pas trop quoi faire parce qu'en fait, on a de la chance d'avoir un véhicule qui nous convient parfaitement. C'est une belle maison. Aujourd'hui, elle nous permet de bouger tranquillement un peu à travers le monde. Mais c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions parce que c'est un gros véhicule, parce que des fois je me dis on a beaucoup et on a besoin de beaucoup moins. Sauf qu'en fait, on a aussi des enfants en bas âge et ça nous permet d'avoir de l'autonomie, ça nous permet d'avoir de la place pour jouer quand il fait pas beau. Donc voilà, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Donc normalement, on est sur les routes de l'Est. Dans l'idée, on va passer l'été en Géorgie, Arménie pour pas avoir trop chaud. Et on s'était dit, on prend la route de l'Inde pour l'hiver prochain. Sauf que les routes de l'Inde c'est pas facile, l'Iran on est ok, le Pakistan on sait que c'est une traversée très difficile, que derrière l'Inde c'est fermé. Il faut savoir que les frontières en Birmanie sont fermées et on n'y a pas accès. Donc ça veut dire faire toute cette route assez difficile pour seulement faire l'Inde entre guillemets, hein. Seulement c'est quand même pas négligeable, mais le Pakistan est vraiment très très compliqué à traverser en véhicule. Ou au Népal, bon, pourquoi pas. Sauf qu'on a aussi les chiens qui sont pas faciles à faire passer. On sait que dans certains pays asiatiques, si la Birmanie réouvrait, ils seraient pas autorisés. Alors, on se pose pas mal de questions. On a l'idée aussi d'aller au Moyen-Orient parce que le carburant est gratuit, très peu cher du coup,
parce qu'ils le font quand même payer. Mais forcément, ben, on se pose un peu des questions sur certains pays, alors qu'on ferait pas, hein, comme la Syrie et le Yémen, mais c'est vrai que ben, on se pose aussi des questions par rapport à l'Irak. Donc voilà, c'est vrai que tout ça, moi, m'a remué et on sait pas. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Si on a choisi de vivre comme ça, c'est pour profiter des enfants tant qu'ils sont en bas âge, principalement, pour être là pour leur construction. On sait pas où aller, on sait pas quoi faire et on cherche une solution pour faire au mieux. Parce que selon nous, la famille c'est le plus important et on veut être là pour eux, on veut leur apporter l'amour qu'on aimerait leur donner en inconditionnel et voilà, tout ça nous a touchés et nous font prendre quand même conscience de la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir ce qu'on a et de faire ce qu'on fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous peut-être milieu de semaine pour vous partager du coup une vidéo un peu plus joyeuse. Sinon, ça sera dimanche prochain. Pour ceux qui sont arrivés par cette vidéo, bah voilà, je suis désolée, c'est une vidéo qui parlait de l'actualité. On parle plus souvent de notre voyage, mais clairement, c'était essentiel de le faire pour transmettre bah, notre ressenti sur la situation. Je vous souhaite quand même un bon dimanche. Profitez de vos proches. Dites-leur que vous les aimez, parce qu'on n'a qu'une vie. Du moins, faites comme si vous en aviez qu'une. Vivez. Parce que peut-être demain ça sera trop tard et vous posez pas trop de questions. En fait, se sentir vivant, c'est sûrement l'une des plus belles choses que on nous a accordées dans ce monde et faites-le. Soyez vivants, profitez de vos proches, aimez-vous les uns les autres et pensez pas trop au négatif. Je sais qu'en ce moment c'est très difficile en France et à nous de voir comment on veut vivre et soyez heureux. Salut, ciao ciao, à dimanche prochain.